Chapitre 2. Un maudit fabricant de cuirasses. Quand le maître d'Antioche, Yaguy-Sillan, fut informé de l'approche des Franges, il redouta un mouvement de sédition de la part des chrétiens de la ville. Il décida donc de les expulser. C'est l'historien arabe Ibn al-Athir qui racontera l'événement plus d'un siècle après le début de l'invasion franque sur la foi des témoignages laissés par les contemporains. Le premier jour, Yaguy-Sillan ordonna aux musulmans de sortir pour nettoyer les fossés qui entourent la cité. Le lendemain, pour la même corvée, il n'envoya que les chrétiens. Il les fit travailler jusqu'au soir, et quand ils voulurent rentrer, il les en empêcha en disant « Antioche est à vous, mais vous devez me la laisser jusqu'à ce que j'aie réglé notre problème avec les Franges. » Ils lui demandèrent « Qui protégera nos enfants et nos femmes ?» L'émir répondit « Je m'en occuperai à votre place. » Il protégea effectivement les familles des expulsés et ne permit pas que l'on touchât à un cheveu de leur tête. En ce mois d'octobre 1087, le vieux Yaguy-Sillan, serviteur depuis 40 ans des sultans seldjoukides, vit dans la hantise d'une trahison. Il est convaincu que les armées franques qui sont rassemblées devant Antioche ne pourront jamais y pénétrer à moins de s'être assuré de complicité à l'intérieur des murs. Car sa ville ne peut être prise d'assaut, encore moins affamée par un blocus. Les soldats dont dispose cet émir turc à la barbe blanchissante ne sont, il est vrai, que 6 ou 7 000, alors que les Franges alignent près de 30 000 combattants. Mais Antioche est une place forte pratiquement imprenable. Son enceinte a 2 farsakh, 12 000 mètres de longueur, et ne compte pas moins de 360 tours construites sur 3 niveaux différents. La muraille, solidement bâtie en pierre de taille et en briques sur un blocage en maçonnerie, escalade à l'est le mont Habib an-Najjar et en couronne la crête par une citadelle inexpugnable. À l'ouest, il y a l'Orante, que les Syriens appellent Al-Hassi, le fleuve rebelle, parce qu'il donne parfois l'impression de couler à contresens de la Méditerranée vers l'intérieur du pays. Son lit longe les murs d'Antioche, constituant un obstacle naturel peu commode à franchir. Au sud, les fortifications surplombent une vallée dont la pente est si raide qu'elle semble un prolongement de la muraille. De ce fait, il est impossible aux assiégeants d'encercler totalement la ville et les défenseurs n'ont aucun mal à communiquer avec l'extérieur et à se ravitailler. Les réserves alimentaires de la cité sont d'autant plus abondantes que l'enceinte, outre les bâtiments et les jardins, de vastes terrains cultivés. Avant le Fath, la conquête musulmane, Antioche était une métropole romaine de 200 000 habitants. En 1097, elle n'en compte plus que 40 000 et plusieurs quartiers, autrefois peuplés, ont été convertis en champs et en vergers. Bien qu'elle ait perdu de sa splendeur passée, elle demeure une ville qui impressionne. Tous les voyageurs, viennent-ils même de Bagdad ou de Constantinople, sont éblouis dès le premier regard par le spectacle de cette cité qui s'étend à perte de vue, avec ses minarets, ses églises, ses souks en arcades, ses villas luxurieuses incrustées dans les pentes boisées qui montent vers la citadelle. Yaguy-Sillan n'a aucune inquiétude quant à la solidité de ses fortifications ou la sûreté de son approvisionnement. Mais tous ces moyens de défense risquent de devenir inutiles si, à un point quelconque de l'interminable muraille, les assiégeants parviennent à trouver un complice pour leur ouvrir une porte ou leur faciliter l'accès d'une tour, comme cela s'est déjà produit dans le passé. D'où sa décision d'expulser la plupart de ses administrés chrétiens. À Antioche, comme ailleurs, les chrétiens d'Orient, grecs, arméniens, maronites, jacobites, sont soumis, dès l'arrivée des Franges, à une double oppression. Celle de leurs coreligionnaires occidentaux, qui les soupçonnent de sympathie envers les Sarrasins et les traitent en sujets de rang inférieur, et celle de leurs compatriotes musulmans, qui voient souvent en eux les alliés naturels des envahisseurs. La frontière entre les appartenances religieuses et nationales est en effet pratiquement inexistante. Le même vocable, Roum, désigne byzantins et syriens de rite grec qui se disent d'ailleurs toujours sujets du basileus. Le mot arménien se rapporte à la fois à une église et à un peuple. Et quand un musulman parle de la nation, al-Umma, c'est de la communauté des croyants qu'il s'agit. Dans l'esprit de Yaguy-Sillan, l'expulsion des chrétiens est moins acte de discrimination religieuse que mesure frappant, en temps de guerre, les ressortissants d'une puissance ennemie. Constantinople, à laquelle Antioche a longtemps appartenu et qui n'a jamais renoncé à la reprendre. De toutes les grandes villes de l'Asie arabe, Antioche a été la dernière à tomber sous la domination des Turcs seldjoukides. En 1084, elle dépendait encore de Constantinople. Et, lorsque les chevaliers francs viennent l'assiéger 13 ans plus tard, Yaguy-Sillan est naturellement convaincu qu'il s'agit d'une tentative de restauration de l'autorité des Roums avec la complicité de la population locale, en majorité chrétienne.
Face à ce danger, l'émir ne s'embarrasse d'aucun scrupule. Il expulse donc les Nassaras, les adeptes du Nazaréen, ainsi qu'on appelle les chrétiens, puis il prend en main le rationnement du blé, de l'huile et du miel et inspecte quotidiennement les fortifications, punissant sévèrement toute négligence. Cela suffira-t-il? Rien n'est moins certain. Mais les mesures prises devraient permettre de tenir en attendant l'arrivée de renforts. Quand ceux-ci viendront-ils? Qui vit à Antioche se pose cette question avec insistance, et Yaghi Siyan n'est pas plus à même d'y répondre que l'homme de la rue. Dès l'été, alors que les franges étaient encore loin, il a dépêché son fils auprès des dirigeants musulmans de Syrie pour les prévenir du danger qui guettait sa cité. À Damas, nous apprend Ibn al-Qalanisi, le fils de Yaghi Siyan a parlé de guerre sainte. Mais dans la Syrie du XIe siècle, le djihad n'est qu'un slogan que brandissent les princes en difficulté. Pour qu'un émir accepte de secourir l'autre, il faut qu'il y trouve quelque intérêt personnel. Alors seulement il conçoit d'invoquer à son tour les grands principes. Or, en cet automne 1097, aucun dirigeant, à part Yaghi Siyan lui-même, ne se sent directement menacé par l'invasion franque. Si les mercenaires de l'empereur veulent récupérer Antioche, il n'y a là rien que de normal, puisque cette ville a toujours été byzantine. De toute façon, pense-t-on, les Roums n'iront pas plus loin. Et que Yaghi Siyan soit en difficulté n'est pas forcément un mal pour ses voisins. Depuis 10 ans, il s'est joué d'eux, semant la discorde, avivant les jalousies, renversant les alliances. Maintenant qu'il leur demande d'oublier leurs querelles pour venir lui porter secours, doit-il s'étonner de ne pas les voir accourir? En homme réaliste, Yaghi Siyan sait qu'on le fera languir, qu'on l'obligera à mendier les secours, qu'on lui fera payer ses habiletés, ses manigances, ses trahisons. Il imagine cependant qu'on n'ira pas jusqu'à le livrer pieds et poings liés aux mercenaires du Basileus. Après tout, il n'a cherché qu'à survivre dans un guêpier impitoyable. Dans le monde où il évolue, celui des princes seldjoukides, les luttes sanglantes ne s'arrêtent jamais, et le maître d'Antioche, comme tous les autres émirs de la région, est forcé de prendre position. S'il se retrouve du côté du perdant, c'est la mort qui l'attend, ou tout au moins la prison et la disgrâce. S'il a la chance de choisir le camp du gagnant, il savoure un temps sa victoire, reçoit en prime quelques belles captives, avant de se retrouver engagé dans un nouveau conflit où il risque sa vie. Pour durer, on doit miser sur le bon cheval et ne pas s'obstiner à jouer constamment le même. Toute erreur est fatale, et rares sont les émirs qui meurent dans leur lit. En Syrie, à l'arrivée des Franges, la vie politique est de fait empoisonnée par la guerre des deux frères, deux étranges personnages qui semblent échapper tout droit de l'imagination d'un conteur populaire, Redouane, roi d'Alep, et son cadet Doukak, roi de Damas, qui se vaut une haine si tenace que rien, même une menace commune, ne peut leur permettre de songer à se réconcilier. En 1097, Redouane a un peu plus de 20 ans, mais il est déjà entouré d'un halo de mystère, et les légendes les plus terrifiantes circulent à son sujet. Petit, maigre, le regard sévère et parfois craintif, il serait tombé, nous dit Ibn al-Qalanisi, sous l'emprise d'un médecin astrologue appartenant à l'ordre des Assassins, une secte qui vient de se créer et qui va jouer un rôle d'importance tout au long de l'occupation franque. On accuse le roi d'Alep, non sans raison, d'utiliser ses fanatiques pour éliminer ses adversaires. Meurtre, impiété, sorcellerie, Redouane provoque la méfiance de tous, mais c'est au sein de sa propre famille qu'il suscite la haine la plus forte. Lors de son accession au trône en 1095, il a fait étrangler 2 de ses jeunes frères de peur qu'ils ne lui disputent un jour le pouvoir. Un troisième n'a eu la vie sauve qu'en s'échappant de la citadelle d'Alep la nuit même, où les puissantes mains des esclaves de Redouane devaient se refermer sur sa gorge. Ce survivant était Doukak, qui vaut depuis à son aîné une haine aveugle. Après sa fuite, il s'est réfugié à Damas, dont la garnison l'a proclamé roi. Ce jeune homme, velléitaire, influençable, colérique, à la santé fragile, vit obsédé par l'idée que son frère veut l'assassiner. Pris entre ces 2 princes à demi fous, Yaghi Siyan n'a pas la tâche facile. Son voisin immédiat est Redouane, dont la capitale, Alep, l'une des plus vieilles cités du monde, se trouve à moins de 3 jours d'Antioche. 2 ans avant l'arrivée des Franges, Yaghi Siyan lui a donné sa fille en mariage, mais il a vite compris que ce gendre convoitait son domaine, et à son tour, il a commencé à craindre pour sa vie. Comme Doukak, la secte des assassins l'obsède. Le danger commun ayant naturellement rapproché les 2 hommes, c'est d'abord vers le roi de Damas que Yaghi Siyan se tourne lorsque les Franges avancent vers Antioche. Ce que tout le monde ignore, c'est que la bataille est déjà perdue avant même qu'elle ne soit engagée. Terrorisé par ce qu'on raconte sur les qualités guerrières des Franges, Redouane n'ose plus profiter de sa supériorité numérique. Au lieu de déployer ses troupes, il ne cherche qu'à les protéger.
Et, pour éviter tout risque d'encerclement, il les cantonne toute la nuit dans une étroite bande de terre enserrée entre l'Oronte et le lac d'Antioche. Lorsque les Franges attaquent à l'aube, les Alépins sont comme paralysés. En raison de l'exiguïté du terrain, tout mouvement leur est interdit. Les montures se cabrent et ceux qui tombent sont piétinés par leurs frères avant qu'ils ne puissent se relever. Bien entendu, il n'est plus question d'appliquer les tactiques traditionnelles et de lancer contre l'ennemi des vagues successives de cavaliers archers. Les hommes de Redouane sont acculés à un corps à corps où les chevaliers bardés d'armure acquièrent sans difficulté un avantage écrasant. C'est un véritable carnage. Le roi et son armée, poursuivis par les Franges, ne songent plus qu'à s'enfuir dans un désordre indescriptible. Sous les murs d'Antioche, la bataille se déroule différemment. Dès les premières lueurs du jour, les défenseurs ont opéré une sortie massive qui a contraint les assiégeants à reculer. Les combats se montrent acharnés et les soldats de Yaguy-Sillan sont en excellente position. Un peu avant midi, ils ont commencé à investir le campement des Franges lorsque parviennent les nouvelles de la débâcle des Alépins. La mort dans l'âme, l'émir ordonne alors à ses hommes de réintégrer la cité. Leur repli est à peine achevé que les chevaliers qui ont écrasé Redouane reviennent, chargés de macabres trophées. Les habitants d'Antioche entendent bientôt d'immenses éclats de rire, quelques sifflements sourds, avant de voir atterrir, projetés par des catapultes, les têtes affreusement mutilées des Alépins. Un silence de mort s'est emparé de la ville. Yaguy-Sillan a beau distribuer autour de lui quelques phrases d'encouragement, il sent pour la première fois que l'étau se resserre autour de sa cité. Après la débâcle des deux frères ennemis, il n'a plus rien à attendre des princes de Syrie. Un seul recours lui reste, le gouverneur de Mossoul, le puissant émir Karbouka, qui a le désavantage de se trouver à plus de 2 semaines de marche d'Antioche. Mossoul, patrie de l'historien Ibn al-Athir, est la capitale de la Gézira. La Mésopotamie, cette plaine fertile arrosée par les deux grands fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate. C'est un centre politique, culturel et économique de première importance. Les Arabes vendent ses fruits succulents, ses pommes, ses poires, ses raisins et ses grenades. Le monde entier associe le nom de Mossoul au tissu fin qu'elle exporte, la mousseline. À l'arrivée des Franges, on exploite déjà sur les terres de l'émir Karbouka une autre richesse que le voyageur Ibn Jouber décrira avec émerveillement quelques dizaines d'années plus tard, les sources de naphte. Le précieux liquide brun qui fera un jour la fortune de cette partie du monde s'offre déjà aux yeux des passants. Nous traversons une localité appelée Al-Kayara, la bitumière, proche du Tigre. À droite du chemin qui mène à Mossoul, il y a une dépression de terre, noire comme si elle était sous un nuage. Dieu y fait jaillir des sources, grandes et petites, qui donnent du bitume. Parfois, l'une d'elles en projette des morceaux, comme en un bouillonnement. On construit des bassins dans lesquels on le récolte. Autour de ces sources, il y a un étang noir, à la surface duquel surnage une mousse noire légère qu'il rejette sur les bords et qui s'y coagule en bitume. Ce produit a l'apparence d'une boue très visqueuse, lisse, brillante, dégageant une odeur forte. Nous avons pu ainsi observer de nos propres yeux une merveille dont nous avions entendu parler et dont la description nous avait paru fort extraordinaire. Non loin de là, sur les bords du Tigre, il y a une autre grande source dont nous apercevons de loin la fumée. On nous dit qu'on y met le feu quand on veut en tirer le bitume. La flamme en consume les éléments liquides, on coupe alors le bitume en morceaux et on le transporte. Il est connu dans tous ces pays jusqu'en Syrie, à Acre et dans toutes les régions côtières. Allah crée ce qu'il veut, qu'il soit loué. Les habitants de Mossoul attribuent au liquide brun des vertus curatives et ils viennent s'y plonger quand ils sont malades. Le bitume produit à partir du pétrole sert aussi dans le bâtiment pour cimenter les briques. Grâce à son étanchéité, on l'utilise pour badigeonner les murs des hammams, où il prend l'aspect d'un marbre noir poli. Mais, comme on le verra, c'est dans le domaine militaire que le pétrole est le plus couramment employé. Indépendamment de ses ressources prometteuses, Mossoul joue au début de l'invasion franque un rôle stratégique essentiel. Et, ses gouverneurs ayant acquis un droit de regard sur les affaires de Syrie, l'ambitieux Karbouka a l'intention de l'exercer. Pour lui, cet appel à l'aide de Yaguy-Sillan est l'occasion rêvée d'étendre son influence. Sans hésiter, il promet de lever une grande armée. Désormais, Antioche ne vit plus que dans l'attente de Karbouka. Cet homme providentiel est un ancien esclave, ce qui, pour les émirs turcs, n'a rien de dégradant. Les princes seldjoukides ont en effet pris l'habitude de désigner leurs esclaves les plus fidèles et les plus doués à des postes de responsabilité.
Les chefs de l'armée, les gouverneurs des villes, sont souvent des esclaves, des mamelouks, et leur autorité est telle qu'ils n'ont pas même besoin d'être officiellement affranchis. Avant que ne s'achève l'occupation franque, tout l'Orient musulman sera dirigé par des sultans mamelouks. En 1098 déjà, les hommes les plus influents de Damas, du Caïr et de plusieurs autres métropoles sont esclaves ou fils d'esclaves. Karbouka est l'un des plus puissants. Cet officier autoritaire à la barbe grisonnate porte le titre turc d'Atabek, littéralement « père du prince ». Dans l'empire seljoukide, les membres de la famille régnante connaissent une mortalité abondante, combats, meurtres, exécutions, et ils laissent souvent des héritiers mineurs. Afin de préserver les intérêts de ces derniers, on leur désigne un tuteur, qui, pour parfaire son rôle de père adoptif, épouse généralement la mère de son pupille. Ces Atabeks deviennent, en toute logique, les véritables détenteurs du pouvoir, qu'ils transmettent souvent à leur propre fils. Le prince légitime n'est plus alors qu'une marionnette entre leurs mains, parfois même un otage. Mais on respecte scrupuleusement les apparences. Ainsi, les armées sont-elles commandées officiellement par des enfants de 3 ou 4 ans qui ont délégué leur pouvoir à leur Atabek. C'est précisément à ce spectacle insolite qu'on assiste au dernier jour d'avril 1098, quand près de 30 000 hommes se rassemblent à la sortie de Mossoul. Le firman officiel y annonce que les vaillants combattants vont accomplir le djihad contre les infidèles sous les ordres d'un obscur rejeton seljoukide qui, du fond de ses langes, a confié le commandement de l'armée à l'Atabek Karbouka. Selon l'historien Ibn al-Athir, qui passera sa vie au service des Atabeks de Mossoul, les Franges furent saisis de frayeur en entendant que l'armée de Karbouka se dirigeait vers Antioche, car ils étaient très affaiblis et leurs provisions étaient rares. Les défenseurs, en revanche, reprennent espoir. Une fois de plus, ils s'apprêtent à opérer une sortie dès que les troupes musulmanes se seront approchées. Avec la même ténacité, Yaghi Sieyan, efficacement secondé par son fils Shams ad-Dawla, vérifie les réserves de blé, inspecte les fortifications et encourage ses troupes en leur promettant la fin prochaine du siège avec la permission de Dieu. Mais l'assurance qu'il affiche en public n'est peu façade. Depuis quelques semaines, la situation s'est sensiblement dégradée. Le blocus de la cité est devenu beaucoup plus rigoureux, le ravitaillement plus difficile et, circonstance plus préoccupante encore, les renseignements sur le camp ennemi se font rares. Les Franges, qui se sont apparemment rendus compte que tout ce qu'ils disaient ou faisaient était rapporté à Yaghi Sieyan, ont décidé de sévir. Les agents de l'émir les ont vus tuer un homme, le rôtir sur une broche et manger sa chair en criant tout haut que tout espion qui serait pris subirait le même sort. Terrorisés, les informateurs se sont enfuis et Yaghi Sieyan ne sait plus grand-chose des assiégeants. En militaire avisé, il juge la situation extrêmement inquiétante. Ce qui le rassure, c'est de savoir que Karbouka est en route. Vers la mi-mai, il devrait être là, avec ses dizaines de milliers de combattants. À Antioche, tout le monde guette cet instant. Chaque jour, des rumeurs circulent, propagées par des citadins qui prennent leur souhait pour la réalité. On chuchote, on court vers les remparts, les vieilles femmes interrogent maternellement quelques soldats imberbes. La réponse est toujours la même. Non, les troupes de secours ne sont pas en vue, mais elles ne sauraient tarder. En quittant Mossoul, la grande armée musulmane offre un spectacle éblouissant, avec les innombrables scintillements de ses lances sous le soleil et ses bannières noires, emblèmes des Abbassides et des Seljoukides, qui flottent au milieu d'une mer de cavaliers drapés de blanc. Le pas est soutenu, malgré la chaleur. À ce rythme, elle sera à Antioche en moins de 2 semaines. Mais Karbouka est soucieux. Peu avant le départ, il a reçu des nouvelles alarmantes. Une troupe de Franges a réussi à s'emparer d'Édesse, l'Arroura des Arabes, une grande ville arménienne située au nord de la route qui mène de Mossoul à Antioche. Et l'Atabek ne peut s'empêcher de songer que lorsqu'il s'approchera de la cité assiégée, les Franges d'Édesse seront derrière lui. Ne risque-t-il pas d'être pris en tenaille ? Au premier jour de mai, il réunit ses principaux émirs pour leur annoncer qu'il a décidé de modifier sa route. Il se dirigera d'abord vers le nord, réglera en quelques jours le problème d'Édesse, après quoi il pourra affronter sans risque les assiégeants d'Antioche. Certains protestent, lui rappelant le message angoissé de Yaghi Sieyan, mais Karbouka les fait taire. Quand sa décision est prise, il est têtu comme un bouc. Tandis que les émirs obéissent en mougrant, l'armée s'engage dans les sentiers montagneux qui mènent à Édesse. De fait, la situation de la cité arménienne est préoccupante. Les rares musulmans qui ont pu la quitter ont transmis les nouvelles. Un chef franc nommé Baudouin est arrivé en février à la tête de plusieurs centaines de chevaliers et de plus de 2000 fantassins.
C'est à lui que le maître de la ville, Toros, un vieux prince arménien, a fait appel pour renforcer la garnison de sa ville face aux attaques répétées des guerriers turcs. Mais Baudouin a refusé de n'être qu'un mercenaire. Il a exigé d'être désigné comme héritier légitime de Toros, et celui-ci, âgé et sans enfant, a accepté. Une cérémonie officielle d'adoption a eu lieu selon la coutume arménienne. Alors que Toros était revêtu d'une robe blanche très large, Baudouin, nu jusqu'à la ceinture, est venu se glisser sous l'habit de son père pour coller son corps au sien. Puis ce fut le tour de la mère, c'est-à-dire la femme de Toros, contre laquelle, entre la robe et la chair nue, Baudouin est venu là encore se glisser sous le regard amusé de l'assistance qui chuchotait que ce rite, conçu pour l'adoption des enfants, était quelque peu déplacé lorsque le fils est un grand chevalier poilu. En imaginant la scène que l'on vient de leur rapporter, les soldats de l'armée musulmane rient haut et fort. Mais la suite du récit les fait frémir. Quelques jours après la cérémonie, père et mère ont été lynchés par la foule à l'instigation du fils qui a assisté, impassible, à leur mise à mort, avant de se proclamer comte d'Édesse et de confier à ses compagnons francs tous les postes importants de l'armée et de l'administration. Voyant ces appréhensions confirmées, Karbouka organise le siège de la ville. Mais ses émirs tentent à nouveau de l'en dissuader. Les 3000 soldats francs d'Édesse n'oseront jamais s'attaquer à l'armée musulmane qui aligne des dizaines de milliers d'hommes. En revanche, ils sont amplement suffisants pour défendre la ville elle-même et le siège risque de se prolonger pendant des mois. Entre-temps, Yaguissian, abandonné à son sort, pourrait céder à la pression des envahisseurs. L'Atabek ne veut rien entendre. Et ce n'est après avoir perdu 3 semaines sous les murs d'Édesse qu'il reconnaît son erreur et reprend à marche forcée la route d'Antioche. Dans la ville assiégée, l'espoir des premiers jours de mai a cédé la place au désarroi le plus total. Au palais comme dans la rue, on ne comprend pas pourquoi les troupes de Mossoul tardent tant. Yaguissian est au désespoir. Les sentinelles signalent que les Franges ont réuni toutes leurs forces et se dirigent vers le nord-est. Émirs et soldats n'ont qu'une explication. Karbouka est dans le voisinage et les assiégeants vont à sa rencontre. En quelques minutes, le bouche à oreille a alerté maisons et remparts. La cité respire à nouveau. Dès demain, l'Atabek dégagera la ville. Dès demain, le cauchemar prendra fin. La soirée est fraîche et humide. On passe de longues heures à discuter au seuil des maisons, toutes lumières éteintes. Enfin, Antioche s'endort, épuisée mais confiante. 4 heures du matin. Au sud de la ville, le bruit sourd d'une corde qui frotte contre la pierre. Un homme se penche du haut d'une grosse tour pentagonale et fait des signes de la main. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit et sa barbe est ébouriffée. Il s'appelle Firouz, un fabricant de cuirasses préposé à la défense des tours, dira Ibn al-Asir. Musulman d'origine arménienne, Firouz a longtemps appartenu à l'entourage de Yaguissian, mais celui-ci l'a dernièrement accusé de pratiquer le marché noir, lui infligeant une lourde amende. Cherchant à se venger, Firouz est entré en contact avec les assiégeants. Il contrôle, leur a-t-il dit, l'accès d'une fenêtre donnant sur la vallée au sud de la ville et il se montre prêt à les faire entrer. Mieux, pour leur prouver qu'il ne leur tend pas un piège, il leur a envoyé son propre fils en otage. De leur côté, les assiégeants lui ont promis de l'or et des terres. Le plan a été arrêté. On agira le 3 juin à l'aube. La veille, pour tromper la vigilance de la garnison, les assiégeants ont fait semblant de s'éloigner. Quand l'accord fut conclu entre les Francs et ce maudit fabricant de cuirasses, racontera Ibn al-Asir, ils grimpèrent vers cette petite fenêtre, l'ouvrirent et firent monter beaucoup d'hommes à l'aide de cordes. Quand ils furent plus de 500, ils se mirent à sonner de la trompette à l'aube alors que les défenseurs étaient épuisés par leur longue veillée. Yaguissian se leva et demanda ce qui se passait. On lui répondit que le son des trompettes venait de la citadelle qui avait sûrement été prise. Les bruits viennent de la tour des 2 sœurs, mais Yaguissian ne prend pas la peine de vérifier. Il croit que tout est perdu. Cédant à l'épouvante, il ordonne d'ouvrir l'une des portes de la ville et, accompagné de quelques gardes, s'enfuit. Hagard, il s'en va chevaucher ainsi pendant des heures, incapable de reprendre ses esprits. Après 200 jours de résistance, le maître d'Antioche s'est effondré. Tout en lui reprochant sa faiblesse, Ibn al-Asir évoquera sa fin avec émotion. Il se mit à pleurer pour avoir abandonné sa famille, ses fils et les musulmans, et, de douleur, il tomba de cheval sans connaissance. Ses compagnons essayèrent de le remettre en selle, mais il ne tenait plus debout. Il était mourant. Ils le laissèrent donc et s'éloignèrent. Un bûcheron arménien qui passait par là le reconnut. Il lui coupa la tête et la porta aux Francs à Antioche. La ville elle-même est à feu et à sang.
Hommes, femmes et enfants tentent de s'enfuir à travers les ruelles boueuses, mais les chevaliers les rattrapent sans peine et les égorgent sur place. Peu à peu, les cris d'horreur des derniers survivants s'étouffent, bientôt remplacés par les voix fausses de quelques pillards francs déjà ivres. La fumée monte des nombreuses maisons incendiées. À midi, un voile de deuil enveloppe la ville. Au milieu de cette folie sanguinaire du 3 juin 1098, un seul homme a su garder la tête froide. C'est l'infatigable Shams ad-Dawla. Aussitôt la cité envahie, le fils de Yaghisian s'est barricadé avec un groupe de combattants dans la citadelle. Les Franges tentent à plusieurs reprises de l'en déloger, mais ils sont chaque fois repoussés, non sans avoir subi de lourdes pertes. Le plus grand des chefs francs, Bohémond, un géant aux longs cheveux blonds, est lui-même blessé au cours de l'une de ses attaques. Instruit par sa mésaventure, il envoie un message à Shams pour lui proposer de quitter la citadelle en échange d'un sauf-conduit. Mais le jeune émir refuse avec hauteur. Antioche est le fief dont il a toujours pensé hériter un jour. Il se battra jusqu'à son dernier souffle. Ni les provisions ni les flèches acérées ne lui font défaut. Trônant majestueusement au sommet du mont Habib an-Najjar, la citadelle peut défier les Francs pendant des mois. Ceux-ci perdraient des milliers d'hommes s'ils s'obstinaient à en escalader les murailles. La détermination des derniers résistants s'avère payante. Les chevaliers renoncent à attaquer la citadelle, se contentant de l'entourer d'un cordon de sécurité. Et c'est par les hurlements de joie de Shams et de ses compagnons qu'ils apprennent 3 jours après la chute d'Antioche que l'armée de Karbouka est à l'horizon. Pour Shams et sa poignée d'irréductibles, l'apparition des cavaliers de l'islam a quelque chose d'irréel. Ils se frottent les yeux, ils pleurent, ils prient, ils s'embrassent. Les cris de « Allahu Akbar, Dieu est grand » parviennent à la citadelle en un grondement ininterrompu. Les Francs se terrent derrière les murs d'Antioche. D'assiégeants, ils sont devenus des assiégés. Shams est heureux, mais sur un fond d'amertume. Dès que les premiers émirs de l'expédition de secours l'ont rejoint dans son réduit, il les harcèle de 1000 questions. Pourquoi venir si tard? Pourquoi avoir laissé aux Francs le temps d'occuper Antioche et de massacrer ses habitants? À son grand étonnement, tous ses interlocuteurs, loin de justifier l'attitude de leur armée, accusent Karbouka de tous les maux. Karbouka l'arrogant, le prétentieux, l'incapable, le lâche. Il ne s'agit pas seulement d'antipathie personnelle, mais d'une véritable conspiration, dont l'instigateur n'est autre que le roi Doukak de Damas, qui a rejoint les troupes de Mossoul dès leur entrée en Syrie. L'armée musulmane n'est décidément pas une force homogène, mais une coalition de princes aux intérêts souvent contradictoires. Les ambitions territoriales de l'Atabek ne sont un secret pour personne, et Doukak n'a eu aucune difficulté à convaincre ses pairs que leur véritable ennemi est Karbouka lui-même. S'il sort victorieux de la bataille contre les infidèles, il s'érigera en sauveur et aucune ville de Syrie ne pourra alors échapper à son autorité. Si, en revanche, Karbouka est battu, le danger qui pèse sur les villes syriennes sera écarté. Face à cette menace, le péril franc est un moindre mal. Que les Roums veuillent, avec l'aide de leurs mercenaires, reprendre leur ville d'Antioche, il n'y a là rien de dramatique à partir du moment où il reste impensable que les Francs créent leurs propres États en Syrie. Comme le dira Ibn al-Asir, l'Atabek indisposa tant les musulmans par sa prétention qu'ils décidèrent de le trahir au moment le plus décisif de la bataille. Cette superbe armée est donc un colosse aux pieds d'argile, prête à s'écrouler à la première chiquenade. Prête à oublier qu'on a décidé l'abandon d'Antioche, Shams tente encore de triompher de toutes ces mesquineries. L'heure, lui semble-t-il, n'est pas au règlement de compte. Ses espoirs seront de courte durée. Dès le lendemain de son arrivée, Karbouka le convoque pour lui signifier que le commandement de la citadelle lui est retiré. Shams s'indigne. Ne s'est-il pas bâti comme un brave? N'a-t-il pas tenu tête à tous ces chevaliers francs? N'est-il pas l'héritier du maître d'Antioche? L'Atabek refuse toute discussion. C'est lui le chef, et il exige qu'on lui obéisse. Le fils de Yaghisian est maintenant convaincu que l'armée musulmane, malgré sa dimension imposante, est incapable de vaincre. Sa seule consolation est de savoir que la situation dans le camp ennemi n'est guère meilleure. Selon Ibn al-Asir, après avoir conquis Antioche, les Francs sont restés 12 jours sans rien manger. Les nobles se nourrissaient de leurs montures et les pauvres de charognes et de feuilles. Les Francs ont connu d'autres famines ces derniers mois, mais ils se savaient alors libres d'aller rasier les environs pour rapporter quelques provisions. Leur nouvelle condition d'assiégés leur l'interdit, et les réserves de Yaghisian sur lesquelles ils comptaient sont pratiquement épuisées. Les désertions reprennent de plus belle. Entre ces deux armées épuisées, démoralisées, qui s'affrontent en juin 1098 autour d'Antioche, le ciel ne semblait savoir vers laquelle pencher, lorsqu'un événement extraordinaire vint forcer la décision. Les Occidentaux crieront au miracle, mais le récit qu'en fera Ibn al-Athir ne laisse aucune place au merveilleux. Parmi les Franges, il y avait Bohémond, leur chef à tous.
Mais il y avait aussi un moine extrêmement rusé qui leur assura qu'une lance du Messie, paix soit sur lui, était enterrée dans le Coussian, un grand édifice d'Antioche. Il leur dit « Si vous la trouvez, vous vaincrez, sinon c'est la mort certaine. » Auparavant, il avait enterré une lance dans le sol du Coussian et effacé toutes les traces. Il leur ordonna de jeûner et de faire pénitence pendant 3 jours. Le 4e, il les fit entrer dans l'édifice avec leurs valets et leurs ouvriers qui creusèrent partout et trouvèrent la lance. Alors le moine s'écria « Réjouissez-vous, car la victoire est certaine !» Le 5e jour, ils sortirent par la porte de la ville en petits groupes de 5 ou 6. Les musulmans dirent à Karbouka « Nous devrions nous mettre près de la porte et abattre tous ceux qui sortent. C'est facile puisqu'ils sont dispersés. » Mais il répondit « Non, attendez qu'ils soient tous dehors et nous les tuerons jusqu'au dernier. » Le calcul de la Tabek est moins absurde qu'il n'en a l'air. Avec des troupes aussi indisciplinées, avec des émirs qui attendent la première occasion pour déserter, il ne peut prolonger le siège. Si les Franches veulent engager la bataille, il ne faut pas les effrayer par une attaque trop massive, au risque de les voir réintégrer la cité. Ce que Karbouka n'a pas prévu, c'est que sa décision de temporiser va être immédiatement exploitée par ceux qui cherchent sa perte. Pendant que les Franches poursuivent leur déploiement, les désertions commencent dans le camp musulman. On s'accuse de lâcheté et de trahison. Sentant que le contrôle de ses troupes lui échappe et qu'il a sans doute sous-estimé les effectifs des assiégés, Karbouka sollicite de ces derniers une trêve. C'est achever de se déconsidérer aux yeux des siens et ne faire que renforcer l'assurance de ses ennemis. Les Franches chargent sans même répondre à son offre, le forçant à son tour à lâcher sur eux une vague de cavaliers archers. Mais déjà, Douka et la plupart des émirs s'éloignent tranquillement avec leurs troupes. Se voyant de plus en plus isolés, l'Atabek ordonne une retraite générale qui dégénère immédiatement en déroute. La puissante armée musulmane s'est ainsi désintégrée sans avoir donné un coup d'épée ou de lance ni tiré une flèche. L'historien de Mossoul exagère à peine. Les Franges eux-mêmes craignaient qu'une ruse, car il n'y avait pas encore eu de compas qui justifie une telle fuite. Aussi préférèrent-ils renoncer à poursuivre les musulmans. Karbouka peut ainsi regagner Mossoul sain et sauf avec les lambeaux de ses troupes. Toutes ses ambitions se sont à jamais dissipées devant Antioche. La ville qu'il s'était juré de sauver est maintenant solidement tenue par les Franges, et pour fort longtemps. Mais le plus grave après cette journée de la honte, c'est qu'il n'y a plus en Syrie aucune force capable d'enrayer l'avance des envahisseurs.